La Normandie est réputée internationalement pour la qualité de ses savoir-faire. Le tissage et la transformation du lin, la tonnellerie et la charpenterie, notamment pour ces fameuses maisons à pans de bois. Aujourd'hui, dans Histoire de se balader, je vous propose une plongée dans l'univers des artisans normands, dans le quotidien de ceux qui ont décidé de vivre d'un travail manuel, de faire valoir l'intelligence de la main autant que celle de l'esprit. Je commencerai par une rencontre avec le duo Nicolas et Nicolas, deux jeunes ébénistes talentueux. Le métier d'ébéniste est apparu avec l'apparition du bois d'ébène. Ah, ébéniste, j'y avais jamais pensé. Exactement. Puis nous découvrirons l'atelier de chausseurs d'Émilie. Sous vos yeux ébahis, chers téléspectateurs, cette chaussure, dans moins d'une minute, sera bleu clin. Avant de découvrir les secrets d'un maître glacier. Le sourire des enfants, des gens qui nous disent merci et que c'était très bon, ben voilà, ça nous suffit. Et nous finirons avec Jean-Marc, luthier à Rouen. Tous ces instruments endormis, ils sont réveillés ou ils sont endormis ceux-là? Eh bien, il ne manque plus qu'à se faire réveiller. Histoire de se balader, allez, on retrousse ses manches et on se met au travail. Pour ma première visite aux artisans de Normandie, je pars à la rencontre d'un jeune duo d'ébénistes talentueux. Bon là, je me trouve dans le Calvados, à Creully. Et quand on a une envie de dingue de se faire fabriquer un meuble, on va chez Nicolas et Nicolas, ébénistes du village. Monsieur? 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 Oui, bonjour! Bonjour. Ah, non. Enchanté, vous êtes? Stéphane. Ah, Stéphane, vous travaillez ici? Apparemment, oui. Mais alors attendez, je comprends pas. Je croyais que j'étais ici chez un ébéniste. Donc chez un ébéniste, on travaille aussi l'os. L'os à moelle. Donc il y en a qui ont mangé, qui ont eu la chance de manger la moelle qu'il y avait dedans. Ouais. Et ensuite on récupère ça. Ouais. Et on en fait quoi? Je comprends pas. Et bien ça, on découpe en tranches, on le blanchit, on en fait des morceaux compacts comme ça, des ça blocs, des rondelles. On crée des motifs avec. Ah, On crée d'accord. des motifs. Mais donc des motifs qui vont être après insérés sur des surfaces. Voilà, dans des marqueteries. Ah, vous faites, c'est de la marqueterie à l'os alors? C'est un peu de la marqueterie contemporaine, quoi. Voilà. Et alors qu'est-ce qui te plaît dans ce travail justement, en tout cas de l'os, puisque je te vois travailler sur l'os? Bah, ça change du bois, quoi. On travaille, Ouais. on travaille complètement différemment. Ça nécessite des réflexions complètement différentes, des approches du matériau complètement différentes. Et puis c'est sympa, quoi. Et puis surtout, ça se rapproche un petit peu de l'ivoire et ça évite que les éléphants passent à la casserole, quoi. Dans ce lieu, quand même, on travaille le bois. Oui, de temps en temps, ouais, ça nous arrive. Non, mais on est ébéniste, mais de temps en temps, un petit coup de gouge, un petit truc. On fait du mobilier, voilà. On fait du mobilier. De l'agencement. Éventuellement, on travaille du bois, ouais. La base, quoi. Bah, l'ébéniste. Ah bah voilà, en plus là, le patron, il va pouvoir m'expliquer. Ça va, Nicolas? Très bien, et toi? Viens à côté de moi, Nicolas. Le travail d'ébéniste, est-ce qu'on sait à quand il remonte? Est-ce qu'on a des traces des premiers travaux d'ébénisterie? C'est pas si ancien que ça, parce que le métier d'ébéniste est apparu avec l'apparition du bois d'ébène en plaquage. Ah, ébéniste, j'y avais jamais pensé. Exactement. Ouais, avant, on parlait de menuisier en meubles. Et après, c'est devenu ébéniste à partir du moment où on a travaillé le plaquage. D'accord. Bon, on peut aller. J'ai vu qu'il y avait des meubles là en entrant, on peut Ouais, aller jeter un bah, œil. viens, on va voir. Je te rends ton os, hein? Allez, bon travail. À la prochaine. Toi, je te rends ça aussi. L'arvoyure. Allez, à la revoyure. Bon, là, il y a du bois, mais ça, c'est pas encore. Ah oui, là, ici, il y a du matos. Oh, c'est beau, ça. Hein. Super beau. Oh, c'est chouette ce qu'il y a là. Tu veux que j'aille chercher Nicolas? On va présenter. Ah bah oui, parce que moi, j'ai vu Nicolas et Nicolas. Je veux voir le deuxième Nicolas, quand même. Bien, et bah, il arrive. OK. Ah, le deuxième Nicolas. Nicolas, bonjour. Nicolas. Ah non, on s'est déjà vu, nous. OK. Alors, messieurs, vous, c'est la passion quand même du travail qui vous a réunis, non? La passion et le diplôme, en fait. On a passé notre diplôme ensemble, donc c'était à cette période qu'on a décidé de créer l'entreprise, en fait. Ça fait combien de temps qu'elle existe, cette entreprise? Ça fait 7 ans. 7 ans. Alors, au bout de 7 ans, vous avez la possibilité de faire des meubles quand même d'un ouvrage, un super beau travail. Et alors, ce bleu-là... En fait, c'est un bleu outre-mer. C'est un bleu qui a été utilisé par Yves Klein, effectivement, avec sa technique de poudrage, mais aussi par Le Corbusier et différents artistes. Et alors, quel type de bois on utilise en général en ébénisterie? Ça, c'est quoi, par exemple?
Ça, c'est un noyer français. D'accord. Après, on travaille beaucoup le chêne quand même. Ce qu'on a vu juste avant avec Stéphane, si j'ai bien compris, Exactement ça. c'est ça. Ouais, c'est de l'os qui... Alors ici, c'est coulé dans de la résine bleue pigmentée. Oh là là. Et voilà. Et du coup, dans cette collection de mobilier, c'est traité de différentes façons. Par exemple, sur le luminaire, on le traite comme une pierre polie. Donc on a vraiment une finition avec les variations de teinte de l'os. Ah oui, d'accord, ça brille là pour le coup. Hein. On dirait de la pierre. Hein. Mais alors juste derrière toi, il y a un panneau là. Alors ce qui est étonnant, c'est que là pour le coup, l'os est travaillé comme une sculpture. Ah non, alors là, c'est travaillé, c'est sablé. Ah, c'est sablé. Et le but, c'est d'avoir la porosité en fait de la matière et d'avoir ce côté texturé sur la matière. Donc c'est une autre façon de travailler l'os. Est-ce que vous pouvez montrer comment vous travaillez, comment vous dessinez, voir si c'est juste fait à l'ordinateur ou la main encore, vous savez dessiner? Il y a plusieurs étapes. Ah bah montrez-moi alors. Je suis curieux de voir ça. Nicolas, j'ai une demande à te faire. Ah non. Je voudrais un bureau de ministre. Est-ce que tu pourrais, en 3 lignes, me dessiner mon bureau de ministre? Alors, bureau de ministre, ça va être un bureau référence à Mazarin. Il faut savoir que Mazarin, c'est le premier bureau qui a été conçu et c'est un bureau à 8 pieds. Donc pour ce faire, tu auras un bureau qui va ressembler à ça en vue de face et qui va comporter 8 pieds. Référence à Mazarin, référence au style Louis XIV. Donc je pense que ça devrait te convenir. Toute simplicité. En toute simplicité. Je pense que il faut de l'ébène de Macassar, un noir, des incrustations en cuir, des tiroirs secrets. Et je pense que une bonne surface de travail, ça va pouvoir t'aider à travailler. Bon bah écoute, je peux dire ce que j'en pense? Validé. Validé. Voilà, c'est parti. On va chez qui là exactement? Là, on va chez Pietro Seminelli. C'est une personne qui a énormément compté lors de la première année d'activité. Après cette découverte de l'atelier des 2 Nicolas, nous partons tous les 3 chez Pietro, maître d'art qui a remarqué et soutenu le duo dès le début de leur aventure commune. En d'autres termes, les 2 Nicolas ont décidé de nous présenter leur mentor. C'est charmant. Ah, Pietro. Enfin, j'imagine que c'est... Bonjour. Bonjour. J'imagine que c'est vous, puisqu'il me parle de Pietro. Je commence à être impatient, moi. Enchanté, Pietro. Vincent. Bonjour. Alors, Pietro, tu es un maître d'art et Nicolas me parle de toi depuis tout à l'heure. J'aimerais comprendre comment d'abord s'est fait votre rencontre et en quoi tu as pu les aiguiller. J'ai été invité à leur présentation en fait, de diplôme sur leur dernière année d'études. Et en fait, bon, parmi tous les candidats, il y en avait vraiment 2 qui m'avaient surpris et agréablement surpris. Et qui avaient de l'exigence dans leur travail, qui avaient de la finesse et qui avaient aussi de la souplesse par rapport à tout ce qu'on peut connaître dans l'artisanat. Ouais. Et en tout cas, l'idée aussi de faire évoluer le métier vers quelque chose de plus sensible, plus raffiné, il y avait du plus, on va dire. Voilà. Et avec eux, on a pu vraiment aller dans du détail. Ouais. Ils ont bien compris mon travail et mon esprit. Et je trouvais qu'il y avait une jolie résonance entre ce qu'ils proposaient et ce que je faisais. L'objectif aussi, vous, de travailler ensemble, c'est de retisser ce lien, je veux dire, entre les artisans. Alors moi, c'est un sujet qui m'est cher, ouais, la question de recréer du lien. Et je pense que ce qui m'a plu d'abord avec eux, avant même leur travail, c'est la rencontre. Donc c'est toujours, entre humains, c'est toujours des questions de rencontre. C'est pas... Alors il y a une question de talent et de reconnaissance de talent, mais c'est aussi une question de personne. Je quitte le Calvados pour la Seine-Maritime et c'est à Rouen que j'ai rendez-vous avec Émilie qui a eu l'intelligence de réunir ses 2 passions pour créer son atelier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a toujours un moment où en fait, on a mal aux pieds dans notre vie. Alors la meilleure solution pour lutter contre ça, c'est d'avoir des chaussures confortables. Sauf que souvent, c'est des chaussures industrielles qui ne sont pas adaptées à notre pied. La solution, elle est juste ici, rue de l'École, avec Émilie, qui fait carrément des chaussures sur mesure et hyper confortables. Bonjour Émilie. Bonjour. Ça va? Oui. Ouais. Comment t'en es venue, toi, à t'intéresser aux chaussures? C'était ta voie tracée à l'origine?
Pas les chaussures, non. Les pieds, parce que j'ai fait podo. J'ai fait une prépa pour faire podologue. Et je me suis rendu compte que non, j'allais pas continuer, ça me plaisait pas. Non. Et du coup, je suis allée dans le commerce et je suis tombée chez un chausseur pour faire mon alternance. Et voilà. Et après ma licence, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire justement avec les chaussures pour les gens qui avaient des problèmes. Alors tes chaussures, elles sont derrière, on peut jeter un œil? Ouais. Alors là, tu fais des chaussures pour femmes et... Eh ben voilà, celle-là, elle est tombée. À partir de quelle hauteur de talon on peut estimer que ça peut être dangereux pour le pied? En général, les podos recommandent pas plus de 3,5-4 cm. Alors là, on est déjà quoi, à 5 à peu près? 7. Ouais, 3,5, c'est ça. Alors donc ça, mesdames, c'est le maximum du talon qu'on peut avoir sans forcément s'abîmer les pieds. Les pieds, quoi, les orteils. En fait, c'est une sorte de non-sens d'avoir par exemple des talons aiguilles. Bah, c'est... Pour l'esthétique, si, mais... Oui, pour l'esthétique. Après, quand ça reste occasionnel, c'est pas dangereux en soi, mais il faut pas porter ça tous les jours. Enfin, il faut alterner vraiment. Même le type de semelle, c'est hyper important. Ah oui? Il changer des chaussures en cuir, de la gomme. Ah, c'est intéressant, ça. Il faut alterner. C'est comme tout, finalement. Il faut pas être dans l'excès. Eh ouais. Donc, on a chaussures femmes, chaussures un petit peu années 50, on va dire, après-guerre. Ouais, elles sont trop cool, celles-ci. Ouais, elles sont jolies, très jolies. Et puis, alors, on a quand même quelques chaussures d'hommes. Ouais, mais j'aime pas beaucoup. Ouais, mais alors, c'est léger. Ouais, c'est vrai que les matériaux, du coup, quand je les sélectionne, je veux toujours des choses super légères. C'est déjà compliqué les pieds, alors si on a des étaux en plus, non, il faut des choses hyper légères. Quel est le truc le plus dingue qu'on t'ait demandé de faire? J'ai pas de choses trop exubérantes. Enfin, j'aurais jamais, je pense, de choses vraiment tordues. Enfin, déjà que les gens ont des pieds un peu vilains, ils veulent pas forcément mettre de couleurs. Mais non, vilains. Vous avez entendu ça? Non. Moi, je le prends pour moi et j'accepte, c'est un compliment. Moi, ils sont horribles. Tu dis vilain, donc c'est plutôt sympa. Mais non, mais les gens veulent pas forcément que les regards des autres aillent sur leurs pieds. Donc, c'est vrai que j'ai jamais de choses... c'est rare quand j'ai genre du jaune ou des choses un peu flash, quoi. Ah, moi, j'aime bien ça, tu vois, par exemple, regarde. Clin, le bleu clin. Ouais. En fait. Ça serait pas mal. Tu peux essayer de me faire ça? Ok. Attendez, marron clair, marron de campagne, marron terre. Ah. Alors donc, ce sont des chaussures beige. Oui. Bi, comme on dit. Sous vos yeux ébahis, chers téléspectateurs, cette chaussure, dans moins d'une minute, sera bleu clin. Tu me donnes tes gants. Non, mais ils sont propres. Enfin, ils sont... Ah ouais, j'ai rien dit. Mais non, je trouve pas les autres. Mais non, mais c'est bon. T'auras pas les doigts sales. D'accord, ok. J'ai des très grands mains. Oui, c'est du S, je crois. Ah oui, moi je fais du XXL là, en main. Donc on prend de la teinture française. Eh oui. Donc ça, c'est bien appuyé en fait au début en rond. En rond. La crampe au pouce n'est pas loin. Je suis tellement serré d'un coup. J'en ai mis beaucoup. J'en ai mis beaucoup là. Ouais. Attention. Essaye de... Ouh là là. Alors, c'est-à-dire que j'ai des variations de teintes là quand même. C'est pas très uniforme. T'es satisfait? Je suis satisfait. Bon, bah écoute, je te remercie. J'ai un petit peu chaud, mais en tout cas, je vois bien que c'est un travail de longue haleine. Et surtout, il faut être hyper méticuleux. Donc, je te souhaite de continuer longtemps et puis on se recroisera dans pas longtemps. Ciao, Émilie. Merci. Bye bye. Au revoir. Après l'effort, le réconfort. Et rien de tel qu'une bonne glace artisanale. Alors dis-moi, Luc, toi tu es artisan glacier, maître artisan glacier. Oui. Ça veut dire quoi exactement, maître artisan glacier? C'est le nombre d'années de métier, ce qu'on a pu faire pour le métier, les créations reconnues par ses pairs. Et quand on dépose un dossier, ils nous disent voilà, vous avez fait telle chose pour le métier et vous avez le droit d'avoir ce titre, à condition de travailler certaines matières premières, de ne pas travailler avec de l'industriel, tout en maison, quoi. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des glaces qu'on retrouve dans nos assiettes, ce sont souvent des glaces industrielles avec des arômes de synthèse, avec des choses qui sont totalement fabriquées. Toi, tu as pris le parti pris opposé, en fait. Oui, c'est plus de travail, mais moi, j'ai une formation de pâtissier chocolatier. J'ai travaillé dans des maisons à Paris chez les meilleurs ouvriers de France. Ah ouais. Et donc, ils m'ont appris l'amour de ce métier-là. Et donc, la pâtisserie, la chocolaterie et ensuite la glace.
Et donc, je me suis orienté sur la glace. Et c'est vrai que tous les matins, quand je me lève, voilà, ma formation m'a permis d'aimer ce métier et de vouloir faire plaisir aux gens. C'est ça qui te motive le plus, toi? C'est de voir le sourire de... Ah ouais, franchement. Franchement, quand les gens sont contents, voilà, ça m'égaye ma journée. Je me dis que je me lève pas non plus pour rien à 6 h du matin. Voilà, le sourire des enfants, des gens qui nous disent merci et que c'était très bon, voilà, ça me suffit. Pour mieux comprendre la philosophie et le savoir-faire de Luc, j'ai décidé de l'accompagner dans son laboratoire pour un peu de travail manuel. On est arrivé. Super. On est arrivé. C'est le lieu de la création alors. Ouais. Pas de bonjour, rien du tout. Ah non. Allez, viens Vincent. Ah, le labo. Qu'est-ce que tu as à faire comme glace ici? Ce matin, je t'ai fait une infusion de menthe fraîche. Une infusion? Ouais, c'est du lait, du sucre, lait de la ferme à côté d'Honfleur. On prend notre lait dans une ferme à Honfleur. Et on a mis des feuilles de menthe à ça sent bon. infuser tout simplement dans le lait, le sucre et la crème. Bon, est-ce que tu as besoin d'un apprenti de qualité moyenne, médiocre? Moyenne, on prend aussi. Hein, OK. Non, mais je veux bien finir cette glace avec toi, quand même. On va la compléter parce que c'est une glace chocolat-menthe. Donc, j'ai fait faire un fond d'un peu de chocolat. Donc, je te laisse remuer un petit peu, verser dans le bec verseur. D'accord. Et tu vas me faire la glace chocolat-menthe. Oh, regardez ça. Oh là 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 là. Direction à la turbine. Donc, alors, tu mets le bac en dessous. La machine, je tire comme ça? La spatule. Tu as juste à tirer comme ça et glisser légèrement. Et glisser. Ah, oh, c'est beau. Waouh. Ah, c'est super beau. Ça, il faut le tenir, non? Pour que ça sorte bien. Voilà, et là, tu vas couper. Hop. Voilà, comme ça. Tu vas légèrement étaler ta glace dans le fond du bac. Et maintenant, je vais verser le chocolat. Et avec la glace froide, ça nous fait les paillettes. Ah, d'accord. En fait, c'est la réaction thermique qui va provoquer ça, c'est ça? Voilà. Tu remues tout de suite maintenant. Ah, d'accord. Je remue fort. Remue, remue. Comme si tu secouais. Ah, d'accord. Et donc, du coup, ça fait une réaction chimique? Voilà, le froid, le chaud, et ça fait de la paillette. Ah, ils se mélangent pas vraiment, en fait, alors? Voilà. Ah, c'est marrant. T'as vu, j'y mets du cœur, hein. Ah, et de... Ah, tout de suite, la glace, ça me parle. Hein. La glace avec du chocolat, ça me parle. Voilà. Bon, bah là, c'est bon. Ouais. Ça y est, elle est terminée? Voilà, c'est terminé. On va pouvoir la stocker au congélateur. Bah tiens, regarde, bah ouais, et... Oh, fais-toi plaisir. Une cuillère, tiens. Bon, bah comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Bah déjà, en tout cas, je trouve ça très blanc pour un truc qui a le goût de menthe. Pour avoir plus de couleur, tu es obligé de rajouter du colorant. Ah bah c'est bien qu'on n'ait pas la couleur dans ce cas-là. Alors? C'est dangereux, un truc comme ça. Limite dangereux, hein. Voilà, on va découvrir tout ça en boutique maintenant. Ouais. Pour en goûter d'autres? Il y en a 36. Ah, 36? Voilà. Bon, bah on y va. C'est parti. Histoire de poursuivre mon investigation au cœur du métier de glacier, nous partons avec Luc découvrir sa boutique située dans le centre de Trouville. On va arriver devant le marché à poissons de Trouville. Ah oui, le fameux marché à poissons. Et on va essayer de prendre la petite rue des Bains, une rue piétonne. Pardon, monsieur. À la glace, à la glace. Et voilà, on est arrivé. Super. Donc voilà. Elle nous a menés à bon port. On est arrivé. J'entre dans ton antre. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Ah, je sens des clients un petit peu qui attendent. Ah, oui. Donc c'est ici qu'on propose toutes tes glaces. Ah oui, en effet. Tu as tous les sorbets, les crèmes glacées ici. Et puis voilà. Et là, on a une commande en cours. Et on va voir. Eh ben, tu as de la chance, un mètre de glace. La plus belle coupe de la maison. Un mètre? On va te chercher le moule et c'est toi qui vas nous confectionner cette coupe de glace. Merci. Bon courage. Et voici, c'est pour toi. Ah, le maître de glace, d'accord. Voilà. Bon, alors on va faire le maître glacier. Allez. Allons-y. Alors, tu mets 2 boules de framboise. 2 boules de framboise, 2. Moi, je fais 2 Nutella. Alors, tu appuies fort sur le boulier. Ah, bah j'ai tout fait l'inverse. Voilà. Belle réputation. Elle est bonne, votre glousse? Eh, mais non, il n'y a rien à l'intérieur, en fait. Alors, abricot. Une. Celle-là. Hop. Un peu plus grosse. Hein. Oh là là. Ouais, d'accord. OK. Voilà. Alors, la mûre. Alors ça, vous voyez, de la mûre noire comme ça. C'est pas du fruit de synthèse. Hein. Voilà. Et voilà. Il y a de la place? Non, il n'y a plus de place là. C'est bon. On est bien. Hop. Et voilà. Allez, c'est parti.
Je te laisse décorer. Tu as un peu de fruits. Orange avec orange. Ah oui, il faut que ça aille vite en fait. Moi, je suis là à faire une petite composition. Et voilà. Un petit peu de chocolat blanc. Un petit peu de chocolat blanc. Ah. Non, pas dans ta bouche. D'accord, sur la c'est ça en fait. Voilà. Alors du chocolat, mais pas trop. Ah, carrément feu d'artifice. Ouais, carrément. Froid devant? Chaud devant. Chaud devant aussi. Ok. Allez, go, c'est bon. Allez, c'est parti. C'est parti. Avec un peu de cérémonial. Messieurs, dames. Je termine ma découverte des artisans de Normandie par une dernière étape à Rouen, pour y rencontrer Jean-Marc, un luthier heureux. Ah, Jean-Marc. Ça va, Jean-Marc? Oui, très bien. Quand on rentre chez un luthier, il y a quelque chose toujours de très beau, de très sensuel. C'est tout ce bois-là, un petit peu partout. On a l'impression que chaque instrument raconte une histoire. Les gens qui viennent ici, ils t'apportent un instrument pour le réparer ou pour le fabriquer carrément? Pour le réparer ou simplement le remonter parce qu'il a dormi assez longtemps et il faut le réveiller. Et alors là, tous ces instruments endormis, ils sont réveillés ou ils sont endormis ceux-là? Eh bien, il ne demande plus qu'à se faire réveiller. Alors pour résumer, toi comme luthier, tu travailles sur la contrebasse, tu travailles sur le violoncelle, tu travailles sur les violons. Alors je ne vois pas d'alto. Presque tout ce qui est ici correspond à des instruments anciens. Or, l'alto, il y en a eu de fait, mais pas beaucoup du tout. Et alors, le résultat, c'est que malheureusement pour les altistes, ils sont souvent confrontés à acheter des instruments neufs. Comment on devient luthier? Parce que je crois qu'il n'y a pas 30 000 écoles pour faire ce métier-là. Non, il n'y a qu'une seule école. Il y a une école dans les Vosges, à Mirecourt, à côté d'Épinal. On n'a pas le choix, en fait. Quand on veut être luthier, on fait Mirecourt. C'est, disons, le circuit le plus simple. Je suis curieux, je vois qu'il y a ton atelier derrière. Tu es en train de travailler, on peut aller jeter un œil? Ah bah on peut, bah oui. Et puis il y a des trucs sympas ici. Alors donc là, c'est ton atelier. Ah oui. Alors, on est sur un violon. Eh ben, en fait, on me l'a apporté tout à l'heure, tout simplement parce que, visiblement, il n'aime pas la corde de mi. Et il casse les cordes de mi. Alors, en fait, ce qui va rester à faire pour moi, ça va être essayer de comprendre ce qui se passe. Il va falloir que tu fasses ami-ami, quoi. Ouais, il va falloir. Il supporte pas le mi. Donc tu remets une corde. L'idée, c'est que là, il y a quand même toute une dimension mécanique. Qu'est-ce qu'on a le plus souvent à réparer sur un instrument comme celui-là? En fait, c'est un instrument archi simple. Après, ce qu'on va rencontrer, ce sont des choses qui vont dépendre beaucoup plus, par exemple, de la météo, enfin de l'hygrométrie. C'est les décollages. Tout l'instrument étant collé est susceptible de se décoller. Est-ce que tu peux avoir des surprises? Est-ce qu'on t'apporte des violons qui sont pour toi des vrais défis pour les restaurer, par exemple? Ah oui. Oui, forcément. Il y a un violoncelle là que je prends et plus j'avance et plus c'est catastrophique au niveau Et alors, ce qui est assez étonnant dans la lutherie, mais comme partout sûrement, c'est que finalement, c'est pas le temps qui bousille les instruments. Mais ce sont les luthiers, c'est l'homme qui bousille les instruments. C'est-à-dire qu'on accumule une somme de réparations médiocres et on est obligé de revenir en arrière. Et des fois, c'est tellement allé loin qu'on ne peut même pas revenir en arrière. Est-ce que tu peux t'attacher à certains instruments sur lesquels tu travailles beaucoup ou pas? Oui, pour une simple raison. C'est que les instruments, dans la plupart des cas, c'est moi qui les ai choisis. On me propose un instrument. Si je le prends, c'est déjà qu'il m'a attiré. Mais de là à ne pas pouvoir m'en séparer, là, il y a un monde. Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Julien. Je viens chercher le violon que je t'ai confié la semaine dernière et sur lequel tu avais des petits travaux à faire. Alors, des petits travaux? Des petits travaux? Qu'est-ce que vous en pensez quoi, Julien? C'est jouable ou pas? Oui. Petite réduction. Ah oui. Non, en fait, non. Je te laisse rendre à monsieur son vrai violon. Hein, c'est mieux. Et voilà. Oui, donc tu as changé les cordes. J'ai changé les cordes, j'ai changé le chevalet, j'ai recollé. Classique. Classique. Très bien. Ça devrait pas mal marcher. Ah oui. Julien, est-ce qu'on peut peut-être aller vérifier la sonorité de ce violon? Juste à côté, là, en plus, oui. Il y a un organiste, en plus, qui est là, oui. je crois. On peut faire ça? Mais oui, tout à fait. Oui. Bon, on va voir si c'est du bon travail, Jean-Marc. Ouais, tout le monde est au pied du mur. Merci. Je te serre les clisses. Allez. On va où?
Exactement, Julien. À l'abbatiale Saint-Ouen. Ah bah ça, juste là, quoi, en fait. Oui. Ok. Ça va bien résonner dedans, j'imagine. Oh, oui, oui, la belle harmonique, non? L'acoustique est exceptionnelle. Super acoustique, oui, c'est vrai. Allez, je vous laisse en musique avec le trio de tête, Julien, Marie-André et Jean-Sébastien Bach, quand même. À la semaine prochaine. Ciao. Tu appuies fort sur le boulier. Ah bah j'ai tout fait l'inverse. Voilà, c'est une boule creuse. On sent bien qu'ils ne sont pas tous, Bon, tous au même niveau. celui-là, il est encore au milieu de la nuit, en fait. Ouais, ouais, ouais. Oui, je suis très mal chaussé dans mon gant.